L'ère glaciale arrive. Alors que tout le monde lutte pour survivre, notre héros transforme les frontières gelées en son propre royaume grâce à ses pouvoirs mystérieux. Au milieu d'une ville glaciale méconnaissable, où toutes les infrastructures sont complètement arrêtées et tous les modes de transport à l'arrêt, un rapport urgent vient d'arriver indiquant que la Terre est entrée rapidement dans une nouvelle ère glaciale. Le courageux correspondant a bravé le froid autant qu'il a pu, son microphone gelant avec chaque seconde qui passait, pour informer tout le monde que les températures mondiales continuent de baisser, encore sans aucun signe d'arrêt. Il exhorte le public à ne pas perdre espoir, serrant le poing. Il projette la confiance que le gouvernement n'a pas oublié ses citoyens en ces temps difficiles, et que tant qu'ils restent unis, les habitants de cette nation forte surmonteront cette crise redoutable. Juste au moment où il s'apprêtait à prononcer davantage de propagande d'unité pour apaiser les masses, un avion gelé a atterri en catastrophe au milieu de la ville, fauchant le journaliste et toute son équipe. Un homme a regardé ce dernier reportage de la dernière station de télévision restante dans le pays sur un écran misérablement gelé. Après que l'avion ait atterri sur l'équipe restante de la station de nouvelles, la télévision s'est arrêtée. À présent, il n'y avait plus de nouvelles de ce qui se passe à l'extérieur. La pièce de notre protagoniste, Anne, peignait le tableau de quelqu'un qui avait essayé de se battre, mais avait finalement abandonné. Il ne s'est même pas donné la peine de nettoyer le désordre des maigres provisions qui lui restaient. La zone autour de son entrée était remplie de boîtes, de choses inutiles et de provisions en baisse. Dehors, quelqu'un frappait très fort et appelait son nom avec panique. Entendant finalement l'appel incessant de son nom, Anne s'est levée de son appartement sale et gelé, a pris une batte en acier modifiée avec des clous, des traces de sang encore visibles à sa surface, et s'est dirigée vers la porte. Anne était émaciée, portant la combinaison la plus épaisse possible de vêtements d'hiver, mais ce n'était pas suffisant pour repousser le froid. Il a lentement et prudemment regardé par le judas de la porte pour voir ce qui était de l'autre côté de la porte. Ce qu'il vit l'a choqué et l'a aussi un peu excité. C'était une femme qu'il connaissait très bien, avant même que l'ère glaciale ne commence. Elle portait aussi des vêtements d'hiver les plus épais, mais debout dehors exposé aux éléments, son visage était rouge et son corps tremblait de façon incontrôlable. Anne a ouvert la porte avec un léger rougissement sur le visage. La femme s'appelait Yona et elle n'avait aucune idée de ce qu'elle faisait devant sa porte. Toujours tenant sa batte, il lui demande d'entrer où il faisait plus chaud et plus sûr. Ces jours-ci, le monde extérieur est devenu une terre dangereuse et sans loi. Yona a ouvert la porte plus grand pour entrer dans la chambre relativement plus sûre de Anne. La prochaine chose qu'on savait, c'est qu'elle le saisissait déjà par le col et appuyait ses lèvres sur la sienne. Son petit bonnet est même tombé à cause de la rapidité avec laquelle elle a bougé. Anne était surpris, mais il ne s'est pas retiré, et ses joues sont devenues encore plus rouges. Ce baiser profond et passionné a duré beaucoup trop longtemps, si vous voulez mon avis. Mais laissons notre garçon profiter de ce moment dans un couloir abandonné devant chez lui. Quand ils se sont séparés, Anne et Yona respiraient lourdement, leur langue encore dehors, la bave coulant encore. Le monde est en train de se terminer et c'est ce qu'ils font. Totalement compréhensible. Réalisant ce qui venait de se passer, Anne s'est retirée et a demandé ce qui avait pris à cette femme de le saisir et de l'embrasser dès qu'il a ouvert la porte. Encore en train de reprendre son souffle, elle a avoué qu'elle avait réalisé que Anne était l'homme qu'elle aimait vraiment tout ce temps. Des larmes commençaient à se former au coin de ses yeux expressifs en lui disant qu'il était celui avec qui elle devait être depuis toujours. Il faut une crise pour voir les vraies couleurs de quelqu'un, pour voir qui se soucie vraiment de vous, qui sera là pour vous peu importe à quel point les choses deviennent difficiles. En parlant de la difficulté, Yona voulait prouver que ce qu'elle disait était vrai, en prenant les mains de Yann et les mettant contre sa poitrine pour sentir à quel point son cœur battait rapidement. Elle a promis qu'elle était prête à tout faire, juste pour qu'ils soient ensemble maintenant. Entendre le mot « tout » a effacé toute trace de rationalité dans le cerveau de notre garçon. Tous les drapeaux rouges sont devenus verts. Pour enfin conclure l'affaire, Yona a commencé à presser ses cuisses contre le poteau de Anne, tout en se frottant et en s'approchant. Il n'avait aucune chance du tout. Le monde pourrait être enfermé dans la glace et les provisions pouvaient être faibles, mais il se réchauffait comme jamais auparavant et quelque chose se levait dans les régions inférieures. Anne a regardé Yona directement dans les yeux alors qu'elle lui caressait tendrement les joues. Il a avoué que ces mots qu'elle venait de dire signifiaient le monde pour lui. Cependant, le cadre de la porte n'est pas l'endroit approprié pour continuer cela. Yona l'a doucement fait taire pour qu'il ne dise plus un mot. Tout ce qu'elle veut en ce moment, c'est que Anne ferme les yeux et profite du moment. Anne a fait ce qu'elle a demandé. Maintenant que ses yeux étaient fermés, il a demandé ce qui était censé se passer ensuite.
Eh bien, c'est à ce moment qu'un autre gars est entré en agrippant la porte de manière menaçante. Cet homme mystérieux a ouvert la porte gelée en grand, a verrouillé son regard sur la tête de Anne et a frappé avec une arme contondante avec une intention de tueur. Pauvre Anne, il n'a rien vu venir. Son crâne a été écrasé alors que ses yeux étaient fermés. C'était un massacre sanglant et brutal. Une attaque sournoise et cruelle qui a éclaboussé du sang partout dans l'entrée de l'appartement. Yona et l'homme mystérieux sont entrés dans l'appartement. Elle tremblait et balbutiait, apparemment choqué que son partenaire dans le crime ait réellement tué Anne. L'homme a raillé et lui a dit d'arrêter de faire l'innocente car elle savait que c'était la seule issue possible de cette rencontre. Le monde est devenu un enfer depuis longtemps. Une bouche de moins à nourrir ne changera rien. Assez parlé de l'attaque brutale, il est temps de voir ce que Anne avait amassé. S'ils jouent bien leur carte, ils pourraient même obtenir suffisamment de provisions pour survivre jusqu'à ce que le sauvetage arrive. La partie la plus tordue est que Anne n'est pas mort immédiatement. Il est resté allongé sur le sol glacé, tremblant de douleur, tandis que tout le sang qui s'échappait de sa blessure à la tête gelait dès qu'il sortait. Il n'était pas vraiment clair sur ce qui s'était passé, mais il ne pouvait pas bouger. Peut-être que c'était fini, peut-être qu'il mourrait enfin. Il peut enfin savoir ce que ça fait de perdre la vie. La dernière chose qu'il vit était l'homme mystérieux et cette sorcière cruelle Yona, flirtant à quelques mètres de son corps inerte. Il l'a touché dans des endroits qu'il ne pouvait que rêver, lui promettant de la récompenser pour sa performance de meilleure actrice qui a rendu toute l'opération possible. Alors que les yeux de Anne se fermaient pour de bon, la haine qu'il ressentait pour cette traîtresse était insupportablement lourde. Il a juré que s'il avait une autre chance, il ne se laisserait jamais être un chiot amoureux à nouveau. Dans le vide sombre où il était plongé, Anne commençait à voir de petites gouttelettes de lumière. Cela a commencé par une petite tache qui s'est mise à grandir en quelque chose de plus grand et de plus substantiel. Au fur et à mesure que cela devenait plus lumineux, Anne a commencé à se demander ce qui se passait. Il a inconsciemment tendu la main. Sa peau était translucide comme si c'était une entité entièrement différente. La lumière chaude l'attirait. Après avoir souffert dans le froid sans fin du monde réel. Est-ce que cela pourrait être le chemin vers le paradis? La lumière dorée a soudainement changé de couleur pour devenir rouge. Maintenant, quel genre de paradis a cette couleur cramoisie? Après avoir été attiré par la lumière dorée et avoir essayé de la toucher, Anne, ou du moins une construction abstraite de son corps, a senti ses membres se déchirer comme s'il passait par un broyeur à viande. Rien ne va pour cet homme. Il n'a pas fallu longtemps pour que la lumière cramoisie couvre tout son corps alors qu'il poussait un cri misérable d'agonie. Son cadre translucide se désintégrait morceau par morceau. Le vide sombre était rempli de son essence dispersée et Anne était partie, ressentant toujours la douleur de se faire broyer et déconstruire atome par atome. Il s'est réveillé une sueur froide, criant pour sa vie. La douleur était bien trop réelle et il avait été séduit, fini par fermer les yeux et a été assommé pour être trop excité. Il est mort d'une mort déprimante, s'est réveillé dans le vide où il s'est fait déchirer au niveau atomique et maintenant il ne sait pas où il est. Il regarda autour de lui et vit le soleil de sa fenêtre. Son lit doux et confortable était propre, l'air était frais et soulevait ses rideaux. Anne était loin du monde cruel auquel il s'était habitué. Il lui fallut 30 minutes pour absorber les choses sauvages qui lui étaient arrivées. Au cours des dernières heures, il passa ces 30 minutes à admirer la vue parfaite de la zone résidentielle surplombant son appartement. Anne ne pouvait pas croire que le soleil brillait de nouveau. Il avait manqué sa chaleur et sa lumière, pensant qu'il ne ressentirait plus jamais ce type de confort et de chaleur. Il venait de vérifier la date et il semblait que nous étions le matin du 28 juin. Autant qu'il se souvenait, l'apocalypse glaciale devrait commencer le 15 juillet. Il était censé mourir après une embuscade. Il avait d'une manière ou d'une autre été ramené dans le temps, un demi-mois avant la fin de la civilisation. En d'autres termes, il venait de renaître et avait reçu la seconde chance. En plus des souvenirs qu'il avait conservés de la précédente chronologie, quelque chose était différent cette fois. Quelque chose d'étrange se produisait à l'intérieur de son corps et cela semblait s'être manifesté dans ses mains. Depuis son réveil, une lueur rouge entourait sa main droite. Il avait essayé de l'essuyer, de l'agiter, mais rien ne faisait disparaître ces lueurs. Cela ne faisait pas mal, mais semblait juste chaud. Cela ne faisait rien d'autre à part émettre de la lumière. Et au début, il pensait d'abord qu'il imaginait des choses. Après être resté un bon moment sur son balcon, il commença à éternuer. En s'essuyant le nez, il remarqua que la lueur dans sa main droite était mystérieusement virée au vert. Ensuite, quelque chose se produisit qui lui fit paniquer. La main entourée de la lueur verte commença à grandir, s'étirant en longueur comme si ses os, sa chair et sa peau s'étiraient. N'importe qui paniquerait en voyant ses mains faire cela.
Effrayé et confus, Anne se précipita dans sa chambre et claqua la porte du balcon aussi vite qu'il put. Il réussit à entrer avant que quelque chose de plus drastique ne se produise. Il allaitait et cherchait de l'air, mais sa main semblait redevenue normale. La lueur verte était toujours là, cependant persistante et apparemment inépuisable. Anne la regarda impuissant. Des faisceaux de lumière jaillissaient de sa main. Comment la science moderne pourrait-elle justifier ou expliquer un phénomène aussi mystérieux? Après l'incident de l'allongement à l'extérieur, maintenant elle rétrécissait très lentement. La lumière verte semblait être une chose erratique. Elle se rétrécit et grandit de manière imprévisible, contrairement à la lumière rouge stationnaire. Mais cela reste encore un mystère. Assis sur son canapé, Anne ressentit soudain une fatigue insupportable. Il n'avait rien fait de plus que de courir à l'intérieur, mais il se sentait épuisé. Cela pourrait être lié à la lumière verte. Frustré, il commença à agiter ses bras dans tous les sens, essayant d'obtenir un semblant d'indice sur ce que cela pouvait bien être. Puis cela le frappa. N'est-ce pas comme dans les histoires de manhwa qu'il aime lire? Il courut immédiatement à la cuisine et attrapa son couteau le plus aiguisé. Dans ces manhwas qu'il adore, le protagoniste commence toujours ses histoires en renaissant, tout comme lui. Peut-être qu'il allait obtenir des pouvoirs cheatés. Il voulait tester cela en attrapant l'objet le plus cool qu'il pouvait imaginer et en posant avec. Après quelques minutes à attendre que quelque chose se passe, Anne se gratta la tête de honte car le couteau tranchant ne réagit pas du tout à la lumière dans sa main. Il était tellement occupé à essayer de découvrir s'il avait des pouvoirs fantastiques qu'il négligea son épuisement et le grondement de son estomac. Il mourait de faim. Malheureusement pour lui, le Anne du passé, qui n'avait aucune idée de l'apocalypse imminente, était un feignant qui n'avait même pas un seul morceau de nourriture comestible dans son frigo. Il n'avait jamais eu aussi faim auparavant. S'il ne mangeait pas quelque chose bien, il allait probablement s'évanouir d'une seconde à l'autre. Il se tourna vers le salon où un bocal transparent de snacks de soja rôti reposait tranquillement. Ces grains de soja rôti étaient juste des snacks restants qu'il avait avant l'apocalypse. Ce n'était pas exactement un repas complet et nourrissant, mais ça ferait l'affaire pour l'instant. Cela devait apaiser la faim avant qu'il ne se rende au supermarché plus tard. Il attrapa un des grains rôtis, utilisant inconsciemment sa main droite, ou bien momentanément qu'elle était entourée de la mystérieuse lumière verte. Anne avait trop faim pour penser à autre chose. Alors il jeta le grain de soja directement dans sa bouche, espérant obtenir un peu de nourriture dans son système. Dès que le grain de soja toucha sa langue, une explosion de fumée se produisit juste devant son visage. Le brouillard créé couvrait presque tout le haricot. On aurait dit que le grain de soja rôti avait germé dans sa bouche. Il pouvait sentir les racines sur sa langue et la tige elle-même s'étendre vers l'extérieur. Il l'arracha et la plante laissa un goût terreux dans sa bouche. Parmi tous les événements bizarres qu'il avait traversés, celui-ci était peut-être en haut de la liste. Il était juste sur le point de grignoter quelques graines de soja rôti, et maintenant ça arrive. De plus, il ne se sentait plus fatigué. Il semble que cette explosion sur son visage ait effacé la sensation de faim qu'il ressentait. En regardant sa main droite, la lumière verte avait également disparu. Peut-être que tout cela avait quelque chose à voir avec ce qui était arrivé. Au grain de soja, cueillit l'une des gousses de la tige et l'examina attentivement. En ouvrant la gousse verte et luxuriante, il confirma qu'il s'agissait simplement d'une gousse de haricots fraîches ordinaire. Peut-être c'est le pouvoir qu'il avait rêvé d'avoir. Peu importe ce que c'est sans doute une découverte incroyable qui devait être étudiée davantage. Pourtant, il ne peut rien rechercher, avec l'inquiétude de mourir de faim. Pour l'instant, il a une grosse affaire à régler, sous la forme de s'approvisionner en fourniture avant la fin du monde, comme tout le monde le sait. Pour la première fois depuis longtemps, Anne pouvait sortir de son appartement pour sentir le soleil sur sa peau et entendre des oiseaux chanter. Il pouvait marcher parmi la foule animée de gens dans le quartier commercial s'occupant de leurs affaires au lieu de rester cloîtrés chez eux par crainte du froid. Anne était plongée dans ses pensées alors qu'il se rendait à sa destination. D'abord, la lueur rouge autour de sa main est devenue verte. La lumière verte se rétrécit et grandit ses membres, faisant battre son cœur plus vite et le rendant super fatigué. Quand il a touché les snacks de soja, ils ont germé en une tige entière. En regardant sa main droite avec plus de questions que de réponses, il se demande quel genre de pouvoir lui a été conféré. Il continue sa marche contemplative, tranquillement, jusqu'à ce qu'il entende une voix douce et familière appeler son nom. Une voix qui l'aurait fait fondre autrefois, mais qui maintenant fait bouillir son sang. Anne ne s'en rendit pas compte tout de suite et se retourna pour voir qu'il appelait par son nom. C'était cette sorcière maléfique qui l'avait fait tuer brutalement, Yona. Elle afficha son large sourire, son maquillage était parfait, cachant sa personnalité pourrie. Elle demanda si Anne faisait aussi ses courses. Elle utilisa même ses trucs de sorcière, apparaissant aussi jolie que possible
tout en commentant comme si c'était le destin qu'ils se soient rencontrés. Anne n'avait pas vraiment eu la chance de digérer tout ce qui s'était passé, mais voir Yona dans la nature commençait à ramener l'amertume qu'il avait retenue jusqu'à son dernier souffle. Yona était la déesse de ses rêves pendant 3 longues années. Il faisait tout son possible pour la rendre heureuse, sachant très bien qu'il n'était qu'un simple plan B dans la friendzone. Non, il n'était même pas dans la friendzone, il était juste un distributeur automatique. Il n'aurait jamais pensé qu'elle serait celle qui le ferait tuer. Anne se pinça pour rester ancré et calme. Il fallut toute sa volonté pour le faire. Pensant rationnellement, maintenant n'est pas le moment de se venger. Pas encore du moins. D'abord, il doit régler les problèmes de provision, à moins de vouloir être misérable et affamé lors de la prochaine ère glaciale. Yona s'approcha et agita sa main devant ses yeux en lui demandant à quoi il pensait. Cela n'était jamais arrivé avant. D'habitude, il suffisait d'entendre sa voix pour que le pauvre garçon soit en émoi. Anne révéla sa haine pour la sorcière en affichant un sourire faux, en s'excusant d'être restée sans voix et de la trouver particulièrement belle aujourd'hui. Elle était si rayonnante qu'il s'était un peu perdu dans le moment. Yona rit coquettement et demanda quand il était devenu si suave avec ses répliques. Ses lèvres se soulevèrent et un léger sourire confiant, pensant qu'elle tenait ce garçon dans la paume de sa main. Il tenta alors le coup de grâce en utilisant la pose la plus adorable de son arsenal. Yona invita Anne à faire des courses ensemble, puisqu'ils s'étaient rencontrés de toute façon. Mais il y a une limite, autant que Anne pouvait lui faire face, sans perdre le contrôle de sa rage. Alors il commença à marcher et s'excusa de ne pas pouvoir faire des courses ensemble aujourd'hui. Yona fut stupéfaite. Ce n'était pas comme ça que ça devait se passer. Elle était censée obtenir des choses gratuites d'un pauvre idiot. En marchant dans l'autre direction, Anne ne put s'empêcher de louer la technique de la fille. Mais il ne tomberait pas dans le panneau. Il ne se ferait plus utiliser comme un distributeur automatique personnel. Alors il se dirigea directement vers l'endroit où il pouvait obtenir tout ce qu'il avait besoin. Le centre commercial Waldemar. Ce Waldemar en ville est le supermarché le plus vaste et le mieux approvisionné de la région. C'est comme Walmart. Mais cette marque est protégée par des droits d'auteur. Lorsque l'ère glaciale commença, cet endroit sera vidé du jour au lendemain. Dans la chronologie précédente, personne n'a jamais découvert qu'il l'avait fait et comment. Anne avait déjà commencé sa frénésie d'achat et remplissait un chariot de marchandises. Il devait faire des provisions autant que possible avant que la société ne s'effondre sous le froid. Il consulta quelques forums pour voir comment survivre à une apocalypse et c'était étonnamment utile. En parcourant, il nota des choses dont il avait besoin, comme la nourriture, les vêtements d'hiver, les médicaments, les nécessités quotidiennes, le carburant, les outils, les moyens de transport et même les armes. Il y a beaucoup à préparer, mais il était tellement excité à l'idée de faire des provisions qu'il oublia de prendre en compte le problème le plus important à portée de main. Le solde actuel de son portefeuille personnel était de 15 000 UN, soit un peu plus de 2 000 $. Comment allait-il assurer une vie sûre et confortable dans l'apocalypse glaciale avec seulement cette somme? Il avait besoin de beaucoup plus d'argent. À ce moment-là, une notification de message apparut sur son téléphone. Peut-être une manière divine de lui dire de se calmer. Le message provenait d'une organisation appelée Money Jar Loans, le félicitant de son éligibilité, approuvée par un prêt allant jusqu'à 168 000 UN, soit un peu plus de 23 000 €. Une ampoule s'alluma dans son esprit. Il n'y avait pas besoin de paniquer pour les fonds. Comment pouvait-il oublier que la commodité de la technologie avait apporté un bloc d'argent infini? Il existe des dizaines d'applications de prêts d'argent qui exigent des conditions minimales pour obtenir un prêt approuvé pour ceux qui sont désespérés d'argent. Elles sont incroyablement prédatrices. Mais s'endetter n'a pas d'importance, car il n'aura pas à rembourser une fois que l'apocalypse sera déclenchée. Le quartier commercial, une femme donnait des coups de pied furieux à une canette de soda vide sur le trottoir. Elle était visiblement contrariée par quelque chose. Il s'agissait de Yona. Elle n'avait pas l'air d'être de bonne humeur. Ses yeux étaient pleins de vitriol toxique, car aujourd'hui, un de ses nombreux admirateurs avait refusé de l'amener faire du shopping, alors qu'elle était toute apprêtée pour se faire gâter. Elle était énervée qu'il s'en aille sans lui laisser le temps de vider son compte comme une sanction inutile. Elle commença à insulter le gars dans son esprit pour être un perdant pathétique qui ne possède même pas de voiture. Yona jura de ne jamais être gentil avec ce gars de nouveau. Sa marche furieuse fut interrompue par un klaxon bruyant venant de la voiture qui approchait sur la route. Furieuse, elle se retrouva pour voir ce qui se passait. Cela ressemblait à un camion flambant neuf, sorti du concessionnaire, encore brillant et haut de gamme. Anne baissait les vitres du siège du conducteur. Il venait de s'arrêter pour saluer Yona alors qu'il passait par là, alors qu'elle faisait une marche de la honte dans le quartier commercial. En voyant la nouvelle voiture, la promesse de Yona de ne jamais être gentille avec Anne semblait s'être évaporée de son esprit. Ce qu'elle voyait, c'était des nouveaux sièges en cuir et l'odeur de l'argent. Anne descendit de la voiture. Lorsqu'elle lui demanda si la voiture était à lui, il répondit par l'affirmative.
ajoutant qu'il venait de l'acheter plus tôt. Il s'approcha de la sorcière et inventa une histoire sur son père qui cartonnait aux États-Unis, dans le domaine des affaires. Donc il avait de l'argent à dépenser. Il ajouta même qu'il venait juste de sortir de l'aéroport après avoir déposé son vieux père. Le visage de Yona s'éclaira. La seule chose qui pouvait provoquer cela serait la possibilité de faire fortune. Elle aurait pris une profonde inspiration et se mit en mode séduction. Pour Anne, c'était la deuxième fois qu'elle faisait cela aujourd'hui. Elle baissa les yeux et commença à trembler légèrement, sachant que Anne avait amené son riche père à l'aéroport aujourd'hui. Elle commença à s'excuser de lui avoir demandé de faire des choses sans savoir qu'il aurait un emploi de temps chargé. Puis les larmes commencèrent à couler. Elle les invoqua au moment parfait tout en disant timidement à Anne qu'il avait été froid avec elle plus tôt et qu'elle pensait qu'il abandonnait une bonne amie. Anne sourit de satisfaction. Cette performance digne d'un Oscar aurait fait des merveilles avec lui d'avant. Mais les choses sont différentes maintenant. Il pouvait voir clair à travers tout cela. Cette fille était une pro. Il n'hésita pas et la tirer plus près de lui. Son autre main saisit son menton et ils se regardèrent dans les yeux. Yona fut surprise par le fait que l'un de ses admirateurs soit si confiant. Anne donna lui-même une performance d'acteur, promettant de ne jamais l'abandonner, car elle était trop bien importante pour lui pour faire une chose aussi cruelle. Pendant une fraction de seconde, il y eut un sourire imperceptible et tordu sur son visage, mais elle l'effaça immédiatement, continuant son acte de fille douce et sincère. Elle sortit les gros moyens. Yona admit que Anne était assez spéciale dans sa vie. Elle l'invita même à déjeuner et regarder un film aujourd'hui pour mieux le connaître. Juste au moment où elle allait demander sa réponse, Anne était déjà partie comme le vent. C'était l'évasion parfaite et imperceptible. Yona était sans voix. Sa confession sincère était en réalité dirigée vers rien d'autre que de l'air. Anne était déjà en train de manipuler les piles de boîtes à l'arrière de son camion. Il se plaignait en plaisantant de devoir encore porter tant de choses et de son emploi du temps chargé, et demandant pourquoi il avait acheté autant de choses. Il répondit que c'était rien de spécial, qu'il avait juste pris des trucs qu'il aimait. Pour tourmenter encore plus la sorcière, Anne mentit effrontément et lui dit avec enthousiasme qu'il avait un cadeau pour elle aussi. Ne voulant pas trop en faire, Yona fit signe de la main en partant dans la direction de chez elle, souriant et disant qu'elle avait hâte de recevoir le cadeau. Dès qu'elle tourna le dos à Anne, son prétendu plus grand admirateur, un sourire rusé apparut sur ses lèvres, fière de la façon dont elle avait géré son distributeur automatique. De son côté, Anne s'amusait simplement à embêter la sorcière. Connaissant cette femme, il savait qu'il ne pouvait pas lui laisser découvrir sa petite réserve de provisions. Toutes ces choses seront son biais pour survivre à l'apocalypse après tout. Yona devra attendre son tour une fois que les choses se termineront. Anne s'assurera qu'elle reçoive ce qui lui revient, tout comme ce gars mystérieux qui lui avait fracassé la tête. Son anxiété face à l'effondrement imminent de la société commençait à fondre. Anne commençait même à attendre avec impatience ce qui allait arriver.